Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Salut Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a le privilège et le grand honneur de recevoir Édith Bernier, qui est diplômée de l'UQAM en journalisme, conférencière et consultante. Depuis 2017, elle écrit et prend position sur les questions de grossophobie, de diversité et d'image corporelle dans les médias. En 2019, elle a fondé le site d'information grossophobie.ca, qui a fait d'elle une référence sur le sujet dans toute la francophonie. Depuis, elle a contribué à différents ouvrages et travaux académiques sur la discrimination à l'égard des personnes grosses. Elle est également l'autrice de son premier bébé, Grosse et puis, Connaître et combattre la grossophobie, paru en 2020. Et tout dernièrement, c'est vraiment tout frais, en février 2023, son deuxième bébé, Grandir sans grossophobie, favoriser une image corporelle saine chez nos enfants. Édith, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un privilège de t'avoir avec nous Merci au à podcast. vous autres. Merci pour cette belle invitation. Toujours le fun de parler de nos bébés, à défaut d'être maman de vrais enfants. Je suis maman de bébés livres. Et je crois que je suis probablement aussi fière de mes bébés livres que vous êtes fiers de vos bébés humains. Écoute, Édith, Mélissa et moi avons dévoré ton livre. Oui. Moi, c'était mon livre durant dans les salles d'attente de mes rendez-vous. Donc, ça a suscité vraiment la curiosité, je te dirais, de l'équipe médicale. Que je pense que le message a bien passé quand je leur parlais un petit peu de la grossophobie, la prévention, la sensibiliser. Là, souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par grossophobie? Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est la grossophobie? Bien, officiellement, là, il y a une définition au dictionnaire là, qui est sortie au dictionnaire Robert en 2019 et qui est l'ensemble des attitudes et comportements discriminatoires envers les personnes obèses ou en surpoids. Bon, moi, vous connaissez ma relation avec les mots obèses et surpoids. Ben de la misère avec ça, je trouve ça super médicalisant, pathologisant, mais bon, il ne faut pas changer la définition du dictionnaire. Hein? Mais concrètement, là, bon, c'est quoi cette discrimination-là? C'est quoi ce sentiment-là? C'est quoi cette aversion-là envers les personnes grosses? Il y a une étude que je cite dans mes 2 livres, d'ailleurs, parce que je la trouve particulièrement hallucinante, parce qu'elle montre à quel point les gens n'aiment pas les personnes grosses, n'aiment pas ce que ces personnes-là représentent. Tu sais, quand on parle que 30% des gens aimeraient mieux divorcer qu'à être classé, entre guillemets, obèse, donc avoir un IMC de plus que 30, qu'il y en a 25% qui aimeraient mieux ne pas avoir d'enfants. On parle ici à des parents et à des... vous êtes des mamans, il y a des parents à l'écoute, donc imaginez, il y a 25% des gens qui aimeraient mieux ne pas pouvoir avoir d'enfants plutôt que d'être considérés obèses. Il y a 15% qui seraient prêts à mourir 10 ans ou plus
plus jeunes. Et ça continue comme ça. Il y a 15 qui aimeraient mieux soit être dépressif sévère ou donc il y en a qui aimeraient mieux être alcooliques, 14 qui aimeraient mieux être alcooliques, 5 qui aimeraient mieux être amputés d'un bras ou d'une jambe, 4 qui aimeraient mieux être aveugles. Et même, il y a même 10 des personnes interrogées qui disaient qu'ils préféraient que leurs enfants soient anorexiques plutôt Et qu'obèses. Donc, ça, moi, je trouve que ces chiffres-là, ils sont particulièrement punchés parce que ça montre à quel point le préjugé, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, est lourd à ouais. l'égard des personnes grosses, à quel point il va loin, à quel point il est très multifacette. Et je pense que ça explique pourquoi vraiment tout au long de leur vie, les personnes grosses ont de la difficulté, ne serait-ce qu'à entrer en relation avec des gens, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit au niveau social, professionnel. La grossophobie, c'est ça. C'est que ça fait que tu as de la misère à te trouver un chum ou une blonde ça peut aller jusqu'au fait que tu as de la difficulté à obtenir des soins médicaux ou que tu es moins bien traité dans une obtention de soins médicaux. Donc, la grossophobie, c'est vraiment, ça touche vraiment tous les aspects de la vie. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ça ne touche pas seulement les personnes grosses. Parce que la grossophobie, c'est ça qui peut faire que des personnes mettent en place des moyens ou des méthodes par rapport à leur alimentation, par rapport à leur exercice qui sont hyper malsains, juste pour ne pas prendre de poids. C'est aussi ce qui peut faire que les gens développent justement des techniques pour perdre du poids qui sont absolument malsaines. C'est ce qui fait rouler l'industrie des diètes qui sont en fait si cette industrie-là fonctionne, c'est parce que justement, les diètes ne fonctionnent pas, on sait, sur à peu près 2 à 5 ans. Donc, les gens n'ont pas tendance à se blâmer, à blâmer le produit, mais ont plutôt tendance à se blâmer eux-mêmes quand les diètes ne fonctionnent pas, qu'il manque de volonté, que ci, que ci, que ça, ce qui fait partie d'ailleurs des clichés à l'égard des personnes grosses. Donc, la grossophobie, là, c'est vraiment, et c'est souvent, très, très, très souvent d'ailleurs inconscient. Donc, dire non, 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 je ne suis pas grossophobe, il y a des grosses chances qu'on le soit pareil. Donc, en fait, il n'y a pas juste des grosses chances, c'est presque sûr. Donc, c'est pas le fun comme constat en début de podcast, là, ça frappe comme en début de podcast, là, mais c'est là qu'on en est en ce moment en matière de discrimination à l'égard des personnes grosses. Et lorsqu'on le sait, je pense, lorsqu'on en prend conscience, je pense que c'est notre responsabilité de faire différemment ou de faire en sorte qu'on ait des changements dans notre vie, C'est notre qu'on responsabilité s'éduque. si on veut le Que... faire, parce qu'il y a des gens qui sont bien dans leur grossophobie, on dirait, dans le sens où ben, regardez, est-ce que vous voyez des personnes handicapées qui vont dire ah, je suis juste une personne handicapée, je ne mérite pas le respect, je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un. Pourtant, ça, c'est quelque chose qu'on va voir régulièrement chez les personnes grosses. Des personnes grosses qui vont dire je suis pas, je devrais pas être comme je suis, je ne mérite pas de rencontrer quelqu'un, je ne mérite pas d'être traitée également, je ne mérite pas d'être traitée avec respect parce que je suis comme ça, c'est de ma faute, j'ai pas de contrôle. C'est horrible de voir des gens se juger alors qu'on le sait, le poids, et je parle à vous autres que j'ai besoin de vous l'expliquer, mais pour le bénéfice des gens à l'écoute, on le sait, le poids, c'est influencé par l'environnement, par des facteurs socio-économiques, par des facteurs médicaux, par des facteurs génétiques, des facteurs, des fois, qui commencent à avoir de l'influence en très bas âge. Encore là, c'est par vous autres que je vais l'apprendre. Donc, et qui peuvent durer toute la vie. Donc, et qui peuvent se mélanger et se succéder. Et donc, je pense que continuer à avoir tout ce filtre grossophobe-là, ces lunettes grossophobe-là, surtout quand on est une personne grosse, c'est ça qui fait la grande différence entre cette discrimination-là et d'autres. C'est qu'il y a même des gens qui le sont, qui vont se blâmer eux-mêmes. Oui. Le terme grossophobie, tu sais, c'est la peur. Tu sais, le terme, souvent, on dit, mais la phobie, tu sais, la phobie des araignées, la phobie de ça. Fait que c'est pour ça, je pense que ça vous valait vraiment la peine qu'on prenne le temps de démystifier c'est quoi le terme Ben, il est construit grossophobie comme concrète. homophobie, le terme, en fait. Hein? Homophobie, c'est Ouais. pas avoir peur des personnes gays, là. Hein? On sait, C'est ça. la transphobie, la LGBTQ-phobie, Ouais. l'islamophobie. Ouais. Donc, tu sais, c'est une aversion envers. Et l'aversion, quand on cherche, ça peut aller jusqu'à la violence, là.
Donc, c'est vraiment phobie. On est habitué justement à parler traditionnellement d'une peur, mais en fait, c'est pathologique, là. Ça va beaucoup plus loin et justement, c'est une aversion incontrôlée qui peut aller jusqu'à la violence. C'est ça la vraie définition de phobie. Donc, tout d'un coup, transphobie, homophobie, grossophobie, il y a plein de mots en phobie qui prennent tout un nouveau sens quand on comprend cette nuance-là. Ouais. Je pense que c'est la question d'une de tes filles, hein, Mélissa, je Oui, pense. quand j'ai reçu le livre, je l'ai ouvert, puis là, ma fille l'a regardé, puis elle a dit, Maman, ça, la grossophobie, est-ce que ça veut dire avoir peur des personnes grosses? Puis là, j'ai dit non, 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 mon amour. Puis là, je lui ai expliqué un petit peu. Il parle beaucoup de racisme à l'école. Fait que j'ai pu expliquer la même chose. Tu sais, c'est les préjugés. Puis des fois, les gens vont penser justement que parce qu'on est dans un corps gros. Tu sais, moi, mes filles sont très sensibilisées à ça parce que tu sais, c'est un discours que j'ai depuis qu'elles sont tout petites. On écoute des émissions de télévision. Est-ce que tu remarques que toutes les personnes dans ton émission de télévision, ils ont tous le même corps, tu sais? Puis des fois, ils sont contents parce qu'ils disent « Oh, maman, tu vas être contente, on écoute cette émission-là, puis regarde, il y a plein de corps différents. » Mais depuis qu'ils sont petites, que j'essaie de leur faire réaliser ça, parce que je leur dis, tu sais, dans votre cours d'école, là, puis dans vos amis, là, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des plus gros, il y en a des... Tu sais, fait que c'est de leur faire prendre conscience de ça pour que eux, ce soit normal, cette différence-là, justement, là. Fait que oui, ça a été en effet sa question quand elle a vu le livre. Est-ce que ça veut moi, dire en fait, avoir... souvent, je dis grossophobie, c'est pas la peur des gros, mais c'est la peur de l'être. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Tu sais, en une vrai. phrase, là, si tu veux une phrase catchée, là, fait que là, souvent, les gens, si tu gardes le mot peur, ils vont. Puis là, ben, après ça, de la peur de l'être, là, les gens vont faire la part des choses sur le reste de la signification du terme, dans le fond. Ouais. Oui, puis je pense que dans tout ce qu'on, tu sais, dans toute cette sensibilisation-là aussi, puis tu l'as bien dit, Edith, tu sais, la première étape, c'est d'en prendre conscience, de réaliser quels sont nos propres, c'est pas de se taper sur la tête, c'est pas, tu sais, je veux dire, nous-mêmes, là, moi-même, quand j'ai commencé à lire un peu plus puis à me sensibiliser là-dessus, au début, on fait, oh mon Dieu. Mais c'est vrai que je pensais ça, puis c'est vrai que parce qu'on est dans une société grossophobe, là, fait que, tu sais, on peut pas non plus juste essayer de se dire ah ben non, moi je suis pas comme ça. Non, il va y avoir des pensées qui vont revenir, mais ces pensées-là peuvent rester des pensées. On peut venir un petit peu les revoir dans notre tête, puis après ça, justement, changer notre façon de percevoir tout ça, mais la prise de conscience, c'est la première étape pour juste essayer Et c'est la justement de plus faire... importante aussi. Exactement. Parce que, tu sais, de ça découle tout le reste. Ça découle de comment on traite notre propre corps, comment on parle de notre corps devant les enfants, justement, devant d'autres adultes, que les enfants sont témoins. Ça va te donner une couleur à la façon dont on parle d'activité physique, dont on parle d'alimentation, dont on parle des repas, dont on cuisine. Donc, à partir du moment, tu sais, le but, c'est pas justement de faire son propre procès, de dire non. Oh, mais je suis donc bien pas une bonne personne, j'ai donc bien été méchante, je suis un pas fin, je suis une pas fine. Tu sais. Non, non, c'est pas ça le but. Le but de dire, c'est regardez, on a tous grandi là-dedans. Là. Commençons pas à pointer du doigt, on a tous un doigt pointé vers soi. Là, tu sais. On est tous égales, ou à peu près là-dessus, tout égaux. Donc, on commence par ça, puis après ça, de dire comment on peut faire mieux à partir de maintenant. Tu sais. Exactement. Le but n'est pas d'aller s'auto-flageller, c'est faire mieux pour que justement ce cycle-là se brise. Et à 90%, je dirais, là, bon, ce chiffre n'est pas scientifique, mais en très grande partie, je pense que ça vient des parents. Puis si les parents arrivent à faire ce travail-là sur eux-mêmes, qui n'est pas un travail facile et qui est un travail qui est constant et qui va être en constante évolution et que c'est quelque chose qui est un travail d'une vie, mais c'est un cadeau à donner aux enfants de créer des environnements où ils sont à l'aise avec leur corps, peu importe quel qu'il soit, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit blond, qu'il soit roux, peu importe. Donc, de créer un environnement où ils sont à l'aise avec leur corps et que leur estime d'eux-mêmes n'est pas construite aussi sur leur apparence. Une jeune fille qui construit toute son identité, toute sa confiance en elle sur le fait qu'on lui dit tout le temps qu'elle est cute, c'est un problème. Le problème, c'est pas de vouloir être cute, mais le problème, c'est que ta définition de la beauté, c'est celle du standard qu'on voit actuellement qui est véhiculé partout, ça peut être un problème. L'idée, c'est de voir la beauté dans toutes les formes qu'elle est, dans toutes les formes où elle existe. Donc, tu peux être grande et mince et cute, tu peux être petite et grosse et cute, et tu peux être à peu près tout entre les deux. C'est pas un problème de dire à un enfant qu'elle est belle dans la mesure où on trouve toutes les formes de corps et tous les types de corps qui sont beaux. Oui. Puis qu'on valorise aussi
on en parle souvent avec Marie-Michel Ricard quand on parle d'image corporelle, mais de venir diversifier les sources d'estime de soi. Fait que tout l'image à fait. corporelle fait partie de l'estime de soi, mais si tout repose sur comment je me sens dans mon corps, comment je sens que les autres se perçoivent, bien, c'est sûr qu'on devient beaucoup plus fragile après ça à tous ces discours-là versus j'ai diversifié, puis oui, je peux lui dire qu'il est beau ou qu'elle est belle, mais je suis aussi capable de mettre de l'avant ses qualités, ses forces, tu sais, tous les autres aspects, de venir diversifier les sources d'estime de soi. Là. Puis même au-delà de la beauté, je pense que l'image corporelle peut aussi se construire envers toutes les... Il y avait une campagne d'équilibre il y a quelques années qui était je suis reconnaissante envers mon corps parce que. Ouais. Et là, ils invitaient les gens à faire des commentaires sur pourquoi ils sont reconnaissants et reconnaissantes envers leur corps. Bon, moi, personnellement, j'avais dit parce que ce corps-là m'a permis de visiter comme 20 pays, tu sais, qui m'a fait faire de la randonnée, qui m'a fait voir des choses extraordinaires. Ce corps-là permet de faire du sport. Ce corps-là te permet de faire des câlins quand t'es petit. Ce corps-là te permet tu sais, de jouer avec tes amis. Ce corps-là te permet de porter des vêtements que tu trouves beaux, qui te représentent. Ce corps-là te permet de faire plein de choses, d'aller à l'école, d'étudier, de faire, de jouer. Bon, donc, tu sais, oui, c'est important d'avoir une image corporelle saine, puis d'être reconnaissant envers notre corps, peu importe. On ne dit pas de ne pas parler d'image corporelle, mais il faut en avoir une qui est saine et être reconnaissant envers notre corps pour tout ce qui nous permet de faire au-delà de juste l'image traditionnelle de beauté, etc. Oui, c'est ça, mettre l'emphase sur ses fonctions plutôt que sur son paraître. Voilà. Concrètement, par des exemples, comment peut se manifester la grossophobie dans la vie d'un enfant? C'est vraiment pas l'adulte, dans la vie d'un enfant d'âge préscolaire et scolaire. Bien, l'enfant, il peut être, mon Dieu, confronté de plein de façons. En fait, d'un, ça peut être dans le divertissement, hein, justement. Tantôt, Mélissa, tu parlais de dessins animés ou de divertissement consacré aux enfants, destinés aux enfants. Donc, oui, il y a même des études qui ont été faites là-dessus et où on disait que traditionnellement, c'est une étude qui avait été menée chez la plupart des grands studios américains entre les années 30 et le milieu des années 90. Et le cliché était là, les personnages gros sont tristes, sont méchants, sont niaiseux, ils mangent tout le temps, ils sont peureux, ils sont pas courageux, ils sont moins intelligents, etc. Et les personnages minces sont beaux, sont courageux, sont fins, ils ont toutes les qualités de leur bord. Donc, il y a ça. Ça peut venir aussi de notre entourage, hein, ça peut venir de mon oncle, ma tante, grand-maman, cousin, cousine, qui commentent le corps. Puis des fois, ça peut venir d'un commentaire qui ne se veut pas nécessairement négatif aussi, mais commenter le corps en général, ça a toujours un petit potentiel de bombe à retardement. Donc, juste, ça peut être ça ou ça peut être commenter la consommation d'aliments, par exemple, d'un enfant. Donc, ça peut être justement de mettre beaucoup de valeur. On parlait d'image corporelle. Ça peut être quelqu'un qu'un enfant, que toute son estime de lui est construit sur son image corporelle, sur les faits qu'il représente ou qu'il est associé et qu'il colle à l'image corporelle idéale actuelle et qu'à un moment donné, peut-être qu'il s'en détache. Ça peut venir de l'intimidation aussi. Tu parlais de contexte préscolaire et scolaire. Écoutez, au Québec, il y a une étude qui a été menée par l'Association de la santé publique et les parents disaient que les plus grands motifs d'intimidation étaient l'apparence physique et le poids. Oui. Donc, les deux plus fréquents. Donc, ça peut venir vraiment de partout. Ça peut venir des discussions auxquelles on s'adresse directement à eux, mais aussi des discussions où papa, maman revient du gym ou revient faire du sport et dit je suis pas belle, il faut que je m'entraîne plus, j'ai gagné du poids, c'est mauvais. Donc, ça peut venir tellement de partout et c'est difficile de faire que l'enfant va être complètement immunisé, va être complètement protégé de ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de leur permettre de leur donner le plus tôt possible aux enfants les outils pour faire la part des choses parce qu'on ne pourra pas être là tout le temps. C'est Rosemary Charret, d'ailleurs, la psychologue dans le livre, qui dit on ne pourra pas être là tout le temps, on ne pourra pas les protéger de tout. Le devoir des parents, c'est d'accompagner dans tout ça et leur donner les outils pour qu'ils puissent apprendre à gérer avec tout ça. Remplir leur boîte à outils, en fait. Exact. Oui, puis quels sont les impacts donc de la grossophobie, le côté concret qu'on vient de discuter sur le développement et le bien-être des enfants?
l'image corporelle, le développement d'une image corporelle, Ouais. ou de trop d'importance sur vraiment l'adhérence aux standards de beauté. Il y a ça. Et ça peut aussi mener à une relation trouble avec la nourriture parce que la nourriture, déjà, les enfants à 8, 9, 10 ans ont compris, surtout chez les petites filles, que la beauté, ça passe par la minceur et que la minceur, ça passe par les régimes. Donc, déjà, on parle de relation avec la nourriture. Ça peut aussi mener à l'isolement, de la perte de confiance en soi, justement, troubles de comportement alimentaire. Puis ça, on le sait, les problèmes d'image corporelle, les problèmes de troubles alimentaires, ça peut commencer très jeune et malheureusement, ça peut te suivre à peu près toute ta vie. Donc, commencer à régler ou du moins à empêcher que ça se développe le plus tôt possible, c'est tellement important parce que ça peut vraiment littéralement changer la vie d'un enfant et pour beaucoup mieux, en fait. Oui. As-tu des petits drapeaux rouges qu'on devrait, que les parents devraient peut-être surveiller ou dire, ah, là, je pense que ça marche pas. Oups, là, je pense que, oups, on dévie, là, on va juste avoir un discours avec notre enfant sur le sujet. As-tu des petits, tu sais, un petit guide de drapeau rouge? Ben, j'en ai plusieurs, en fait, Ouais. que j'ai mis comme en 3 grandes catégories. Tu as la préoccupation pour le corps, tu as l'aspect santé, comportement, santé mentale, Ouais. puis tu as aussi tout l'aspect alimentaire. Donc, comme on a un petit peu mis la table pour ça. C'est Claudia Hull, entre autres, qui est nutritionniste que vous connaissez, et Rosemary Charret, comme je disais tout à l'heure, la psychologue, qui ont collaboré au livre, qui m'ont aidé à adresser ce portrait-là. Au niveau de la préoccupation du corps qui augmente, ça peut être l'enfant qui a de la difficulté à trouver des vêtements à son goût, qui est toujours en train de replacer son linge, qui cherche juste des vêtements qui le mettent en valeur, qui passe beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, qui va se cacher dans des vêtements, mettons, il fait 35 degrés l'été, qui va insister pour porter des chandails à manches longues, des pantalons longs, des vêtements très grands. Donc ça peut être vraiment au niveau de l'aspect là, visuel, qui va être vraiment en constante observation de lui-même ou en camouflage. Au niveau de la santé, du comportement, ça peut être des affaires aussi banales que des maux de ventre, un enfant qui se plaint d'étourdissement ou un enfant qui a des pertes de connaissances, un enfant qui aurait des changements de poids rapides, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui sont un peu inexplicables ou complètement inexplicables. L'enfant peut être plus anxieux aussi, que ce soit, il ne veut plus aller faire des sorties, il ne veut plus fréquenter les lieux qu'il fréquentait, il ne veut plus fréquenter les jeunes qu'il fréquentait, il ne veut plus faire les activités qu'il faisait avant. Donc ça peut être des signes au niveau plus de la santé physique et psychologique. Et au niveau alimentaire, justement, ça peut être le développement de rituels, de manger les aliments dans certains ordres, refuser les aliments, les mélanger à outrance pour que ça devienne une espèce de bouette qui ressemble à rien, l'abus de condiments, l'abus de ketchup, là, on s'entend là, que ça peut être un signe. Ça peut être aussi de refuser, de dire non, ça, c'est pas bon pour la santé, je ne veux pas en manger. Un enfant qui va cacher des aliments aussi dans la maison. Donc, tout ça, on s'entend, là, c'est pas parce que vous voyez ça une fois qu'il faut faire comme wow, mon enfant va pas bien. On s'entend que c'est plusieurs signes. Ça peut arriver une fois dans la vie de l'enfant, puis c'est tout à fait normal. Faut pas. C'est des choses à surveiller. Si on voit qu'il y en a plusieurs qui sont là, peut-être commencer à se poser des questions, parler avec l'enfant. Mais il ne faut pas paniquer au moindre petit signe. Là. Je veux dire, on a toutes des phases aussi où des fois, on n'aime pas certains aliments. Il y a des enfants qui vont aller même jusqu'à l'hypersensibilité orale, qui ne seront pas capables d'avoir certaines textures dans leur bouche parce que ça va leur donner des hauts le cœur. Ils ne sont pas capables de manger des soupes, mettons, avec des morceaux de légumes dedans ou des ragoûts. Donc, tu sais, ça, c'est pas un problème d'un trouble alimentaire, c'est un problème d'un trouble plus de sensation, de sensibilité. Et là, ça, c'est un autre trouble au niveau de l'alimentation, mais c'est quelque chose qui est complément d'un autre ordre dans ce cas-là. Oui. Puis, est-ce qu'on devrait parler de poids avec nos enfants? Oui, mais sans mettre trop d'emphase là-dessus. On devrait parler du poids, tu sais, c'est pas... c'est sûr que c'est pas ton identité, ton poids, on s'entend, mais en même temps, ça fait partie de toi comme la couleur de tes cheveux, comme la couleur de tes yeux, comme ta grandeur, comme ton origine ethnoculturelle, ça fait partie de qui tu es. Donc, c'est important de dire oui,
Ça se peut que tu sois plus grand, que tu sois plus gros, que tu sois plus mince, mais tu as aussi les cheveux blonds, tu as aussi les yeux bleus. Tu sais, t'es un garçon, tu es une fille, ou tu t'associes ni un, ni à l'autre, là. Donc, on s'entend que chez les questions de Ouais. dysphorie de genre aussi, il ne faut pas oublier de tenir ça en compte. Mais tu sais, c'est surtout qu'il ne faut pas tomber dans le blanc, dans la culpabilisation et tout ça, autant pour les enfants que pour soi-même. Hein, parce que si on se blâme nous-mêmes que c'est mal qu'on est une personne grosse, que c'est mal qu'on ait pris du poids, que c'est mal qu'on ait cédé, entre guillemets, à consommer certains aliments ou qu'on ait trop mangé aussi ou ça, ben l'enfant, il risque de reconnaître ces patterns-là et de les apprivoiser en se disant, ben, c'est comme ça que les adultes font, fait que c'est comme ça que je suis supposée faire. C'est ça qui est normal. Donc, tu sais, faut faire attention à tout ce qu'on dit parce que le deux poids, deux mesures avec les enfants, ça ne marche pas. Ils sont allumés, les petits torieux. Ils sont Oui. très, très, très sensibles. Moi, je l'ai compris très jeune avec les enfants de mes amis. Ils remarquent la différence. Ouais. L'important, c'est pas de dire non, 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 ces deux personnes-là sont pareilles. Tu sais, même s'il y a une personne qui mesure, tu sais, moi, l'enfant auquel je pense en tête, c'est l'enfant d'une de mes amies. Sa maman mesure 5 pieds et pèse 100 livres. Moi, je mesure 5 pieds 8 et je pèse à peu près 3 fois plus qu'elle. Donc, c'est sûr que si l'enfant dit ben là, vous êtes pareil, il y a un problème. Tu sais, on n'est Ouais, pas ouais. supposé Ouais. être pareil. Donc c'est pas le but, c'est pas de dire non, il n'y en a pas de différence, c'est de dire ben, les deux modèles existent, sont corrects. Tout ce qui est entre les deux est tout à fait normal aussi. Il y a des grandes personnes, des grosses personnes, des petites personnes, et tout ça est normal. Ouais. Ouais, Reconnaître, en fait, et respecter la différence, je pense que ouais. Ben Ouais, puis voilà. en parler aussi, justement, en parlant de diversité corporelle. C'est normal, on n'est pas fait pour tous être pareils, on n'a pas tous la même couleur de yeux, la même couleur de cheveux. C'est normal aussi qu'on n'ait pas tous. Ben, tu sais, il y a des euh, grands chiens, tu sais, on peut aller avec, il y a oui, des gros chiens, des petits chiens, il y a des gros Oui. ouais, chats, des petits chats, exactement. il y a Ouais, des, tu sais, je veux dire, ça peut, l'enfant, on y apprend à dire la différence à Oui. partir du moment où il est tout petit. Tu sais, Oui. c'est quoi le cri du chien, le cri du chat, c'est quoi cet animal-là, c'est quoi Tout à cette fait. couleur-là, qu'est-ce que t'aimes, ouais, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu trouves beau, qu'est-ce que tu trouves pas beau. Puis après ça, on lui dit, ben ça c'est une personne grosse, ça c'est une personne pas grosse. Non, dis pas ça. Ben là, je veux dire, tout, combien de fois on dit, est-ce que tu aimes Tellement. ça? Est-ce que tu trouves pas beau? C'est quoi ça? Puis on le corrige quand il se trompe, pis ci, pis ouais, ça. Ben là, quand on dit une personne grosse, une personne pas grosse, c'est pas grave s'il dit ça. Ce qui est important, c'est le sous-texte, c'est-à-dire la personne grosse n'est pas moins bonne que la personne pas grosse. Et à ouais. partir du moment où l'enfant a compris ça, et l'adulte aussi, hein, Oui. Ouais. Oui, je pense. Ouais. je pense qu'on est parti sur une bonne lance. Ouais. Je pense que le mot gros dérange l'adulte plus que Plus l'enfant que parce que l'enfant. Ouais. Oui. Ben, l'enfant n'a pas internalisé toute la charge traumatique, je pense, qui vient avec le mot gros. J'en parlais justement récemment à une émission avec Marc-Claude Barrette qui disait moi, c'est pas un mot avec lequel je suis à l'aise. La différence de génération aussi, je pense, est vraiment marquée. Puis je ouais. pense que plus les gens sont d'une génération plus âgée, je pense à nos parents ou à nos grands-parents, par exemple. Pour eux, le mot gros, c'est la fin du monde. C'est un terme qui est méchant, c'est un terme qui est dérogatoire, c'est un terme qui est hyper traumatisant, alors que pour moi, dans mon enfance, ça l'a été, je me suis fait traiter, entre guillemets, de grosse peine en masse. J'ai vécu de l'intimidation, mais à un moment donné, c'est un terme un peu comme d'autres qu'on est en train tranquillement de se réapproprier et auquel on veut Ouais. donner le vrai sens plus neutre, qui est juste le descriptif et non pas le Exact. qualitatif. Dans le sens Ouais. où on peut penser au mot queer, par exemple. Le mot Oui. queer était hyper négatif là, il y a une dizaine d'années, jusqu'à une dizaine d'années. Et tranquillement, les communautés LGBTQ se le sont réappropriées et sont il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement fières de s'afficher comme queer de nos jours. Et c'est Oui. tout à fait correct. Donc, je vois pas pourquoi. Tu sais, je dis pas il devrait y avoir une fierté à moi, je suis une personne grosse, je suis une personne fière. Tu sais, on n'est pas dans la fat pride, là, mais je Ouais. Oui. pense qu'il ne devrait pas avoir de honte, du moins, Non à plus. dire ben moi je suis une personne grosse de la même façon qu'il ne devrait pas avoir de honte à dire moi je suis une femme ou moi j'ai les cheveux courts ou moi j'ai les yeux bruns. Tu sais, je pense que ça fait partie de qui on est, Ouais. mais ça ne devrait pas avoir un effet sur notre qualité ou sur comment on est perçu comme personne.
Je pense que c'est une façon comment le dire. Tu sais, il y a une différence en dire la personne grosse ou la grosse Ah ben oui, ou le gros. définitivement. Ouais. Je pense que ça, t'en parles dans le livre, puis ça, je l'ai Ouais. souligné, puis je me suis dit, ça, il va falloir vraiment, parce que j'essaie de trouver la différence, comment l'expliquer à mes enfants. Puis des fois, tu dis, ah, mon ami le gros. Non, 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 non. Ton ami a un nom, puis dans un corps gros, mais dit, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Je pense Ben, que je c'est vais vous rendu. donner un exemple. Ils disent en Oui, médecine, ça va peut-être plus vous parler. Ils disent, le patient avant sa maladie, de ne pas dire Ouais. mon cancer du côlon ou de ne pas dire mon stress Mon post-traumatique diabétique. ou Ouais. mon diabétique. Non, non. Mon monsieur qui vit avec un stress comme ça. post-traumatique, ma madame qui a un Voilà. cancer du côlon, au moins dire. Fait que je pense qu'une personne grosse, c'est tout simplement la même chose. On dit Exact. d'éviter de dire, par exemple, des itinérants, mais plutôt de dire des personnes En itinérantes ou des situation personnes en d'itinérance. situation Voilà. d'itinérance. Même chose avec que ce soit la notion de handicap, que ce soit la notion, on va dire une personne aveugle ou une personne malvoyante, on va dire une personne qui utilise un fauteuil roulant ou une personne handicapée ou en situation de handicap. Donc, je veux dire, ça humanise. Tout simplement, Tellement. on Oui. est une personne avant d'être un poids. Ouais, c'est ça. De la Voilà. même façon qu'on est une personne avant d'être son handicap, de la même façon qu'on est une personne avant d'être, on ne dit pas un transsexuel ou une transsexuelle, on va dire une personne trans, ou on va dire Exact. une personne handicapée et non pas un handicapé. Donc, on est avant tout des gens, Voilà. Ouais. peu importe Ouais. ce qui nous façonne, mais juste l'idée de mettre l'humain, mettre la Ouais. personne d'abord Ouais, c'est et que ça. ça s'applique à tout. Ouais. Tellement. Oui, oui, exact. Je pense que c'est un des conseils, je pense, quand les parents nous disent, mais comment est-ce que je peux améliorer, tu sais, ça chez nous? Je pense que c'est juste la façon comment le dire. C'est Ouais. déjà, tu sais, mais c'est un, tu sais, on fait l'exercice, tu te dis, mon Dieu, c'est tellement automatique, on a tellement grandi dans cette façon de parler Mhm. que pour nous, ben, c'est pas méchant, mais l'enfant, comme tu dis, il nous observe, il imite, il Mhm. répète, il internalise la grossophobie Ouais. ambiante. Donc, je pense que c'est juste de faire l'effort de faire ce petit changement-là. Des petits pas iront loin. Là. Et de Je voir pense même vraiment. nos réactions, hein, les Mhm. réactions des gens par rapport au mot gros. Moi, je me rappelle d'avoir une discussion Ah, avec une autre femme qui avait à peu près le même âge que moi. Et je pense qu'on parlait de magasiner des vêtements. Puis je disais, ben, tu sais, moi, en tant que femme grosse, puis là, je la vois, elle grince des dents, puis elle fait une face, tu sais. Puis je suis Ouais, comme, hein. ben là, c'est un fait, je suis une femme grosse. Je te dis pas que je suis une terrible personne, je te dis pas que je mérite pas. Non, c'est un fait. Je veux dire, c'est Ouais. les dimensions de mon corps, le niveau de contrainte dans ma vie. ouais, Ouais. Je suis une personne tellement. grosse, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je suis pas en train de dire que je suis une moins bonne personne, mais je ne m'habille pas à la même place que toi, c'est tout. Donc, Ouais. tu sais, de voir comment on réagit, même des fois sans dire un mot, mais juste avec nos réactions, Ouais, nos tellement. mimiques, nos faces peuvent en dire beaucoup des fois sur comment on Oui. perçoit un mot, puis tu sais, c'est comment c'est dur à contrôler, pourtant les enfants, ils sont sensibles à ça, là. Ils voient C'est tout fou. ça. Ouais. Ben oui, Ils ont un exactement. malaise. Ouais. Oui, Ils puis sont ben, en comme. fait, ouais, Ouais. c'est nous comme parents souvent qui a le malaise. Puis en effet, quand l'enfant va repérer peut-être une différence, là, tu sais, des fois, maman regarde le monsieur, tu sais, la première fois que Cosette a une histoire avec ça, justement avec les gens avec une autre couleur de peau, mais la même chose, tu sais, regarde la madame, elle est grosse, bien souvent, on fait non, 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 dis-le pas. Mais pourtant, l'enfant, tu sais, comment on aborde ça après ça avec l'enfant, justement, quand il y a eu ce commentaire-là, puis qu'on se dit, OK, attends, je veux pas qu'il internalise le fait que c'est mauvais puis qu'il faut pas le dire, mais en même temps, la personne qui va le recevoir, je le sais que ce mot-là, il n'est pas complètement démocratisé, puis que Absolument. la personne qui va le recevoir va peut-être justement pas bien le recevoir, là. Ben justement, le fils de l'ami dont je vous parlais tantôt, de mon ami qui est toute délicate, à un moment donné, il me regarde et il dit, mais pourquoi toi tu es grosse? Et mon ami me regardait soulagé, il dit, pourquoi je suis contente que c'est avec toi que ça arrive, cette discussion-là? Tu sais, La dans le meilleure confort de personne. son foyer, tu Ouais, sais. Puis là, elle dit, yes, c'est leçon de vie avec la bonne personne. ouais, Donc, tu sais, Ouais. puis là, ben, moi, j'ai comme, ben, tu sais, il y a des petites mamans, il y a des grosses mamans, il y a des gros monsieur, il y a des grosses madames. Puis, tu sais, puis après ça, des mois plus tard, l'enfant dit, ah, Edith, elle ressemble à mon éducatrice. Puis là, mon ami est comme, l'éducatrice de mon fils est beaucoup plus vieille, tu sais, elle est d'origine caribéenne, donc elle a la peau noire. Tu sais, elle est vraiment pas grande. Fait que là, t'es comme, elle cherchait comment. Puis là, elle dit, ben là, elle est grosse, son éducatrice. Mais là, elle voulait pas, tu sais. Fait que finalement, Ouais, elle c'est dit, ça. ben pourquoi tu trouves qu'Edith et ton éducatrice se ressemblent? Et l'enfant de répondre, elles ont toutes les deux les cheveux courts.
Oh, Seigneur! Donc, tu sais, le kid, il avait comme Ouais. compris que la grosseur, la longueur des cheveux, Oh, c'est c'était beau! égal. Mais oui, hein? Tu sais, l'enfant, C'est il était beau, ben encore en cute. CPE, là, donc, tu sais, il était Ouais, même pas à ouais. l'école à ce moment-là encore. Donc, ça vous donne une idée à quel point Ouais, ça commence jeune et ça peut se régler et ça peut bien se c'est passer fou. jeune. Ouais, exactement. C'est vraiment mignon. J'ai reçu un commentaire, puis là, je voulais te poser la question. Euh, le fait de parler de grossophobie, le fait de parler du poids, le fait de mettre de l'avant la différence, est-ce que sommes-nous en train de glorifier les corps gros? Ah, boy. Ça, c'est une question Non. que j'ai reçue. J'ai dit, je vais la poser à La Edith. réponse courte, ben je dis ah boy, puis tu sais, je veux pas juger la personne qui l'a Non. posé parce que ça se peut fort bien que la personne elle vienne vraiment tu sais, de la meilleure des intentions parce que justement à cause de ce que la grossophobie est en ce moment, ça Ouais. peut nous donner tellement de perceptions tout croche, puis c'est correct. Non, la réponse courte est non, nous ne sommes pas en train de glorifier le fait d'être gros et les corps gros. Comme je disais, il n'y a pas de personnes qui se promènent avec des pancartes, mangez plus de biscuits, devenez comme nous, on est plus cool, joignez notre club, on n'est pas une secte qui recrute. Donc, Et de toute façon, peut-être qu'ils vont manger beaucoup plus de biscuits et leur corps ne changera pas non il y plus. a Ça, c'est ça important aussi. de. Il y a ça aussi, hein. Ça, toute la notion d'alimentation et de. Mais c'est parce que là, je vais vraiment au Mais b.a.-ba oui, je le sais. des connaissances populaires, on s'entend. Ouais. Donc, moi, s'il y a quelque chose qu'on glorifie, là, tant qu'à moi, c'est le respect de la différence. C'est la neutralité, de développer une neutralité au moins corporelle, dans le sens de Ouais. normaliser le fait que les corps ne sont pas tous pareils, ni en grandeur, ni en grosseur, ni en couleur, ni en cheveux, ni en yeux, ni en âge. Donc, s'il y a quelque chose qu'on promeut, c'est ça parce que, je veux dire, je ne peux pas dire qu'on glorifie l'obésité quand le poids, c'est un résultat de choses qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est-à-dire justement les facteurs médicaux, socio-environnementaux, socio-économiques. Donc, il y a tellement les facteurs génétiques aussi. Hein, on s'entend Génétique, que oui. s'il y a quelque chose que tu ne contrôles pas, c'est bien ta génétique. Ouais. Donc, moi, je dis, c'est plus une ode au respect de la différence. On n'est pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes grosses. De toute façon, là, si on était dans la promotion de l'obésité, on aurait déjà gagné. Parce qu'à la quantité de personnes grosses qu'il y a, on aurait arrêté, on aurait déjà gagné. Donc, c'est vraiment pas ça l'objectif. C'est vraiment juste de dire, regardez, c'est ça. Je ne suis pas une personne anormale. Il faut aussi arrêter de faire ce lien-là, grosseur, minceur, avec santé. Ouais. Donc, tu peux être beau à toutes les grosseurs et tu peux aussi être en En santé à santé. toutes les tailles ou pas en santé à toutes les Mhm. tailles. Il y a des personnes minces qui ne sont pas en santé et des personnes minces qui le sont. Il y a des personnes grosses qui sont en santé, il y a des personnes grosses qui le sont. Il y a des personnes minces qui sont belles, il y a des personnes grosses qui le sont. Donc, tout ça, ça fait partie de l'éventail des possibilités humaines. Et donc, nous, moi, tout ce que je cherche à faire, et quand je dis nous, je parle de l'ensemble des personnes grosses qui sont actives pour sensibiliser par rapport à la grossophobie, c'est vraiment juste de promouvoir le respect de la Ouais. différence. Tout simplement. Ouais. Ouais, vous êtes tu sais, je veux dire, c'est un être humain avant d'être un poids. C'est pas, tu sais, Et on n'a pas choisi, c'est. je veux dire, on ne l'a pas Non, choisi, exactement. là. Oui, c'est exactement. Puis là, on Honnêtement, ma vie parle. serait beaucoup plus simple si j'étais une Ben personne oui. mince. Bien sûr qu'elle Ouais. le serait. Mais le devenir, je veux dire, je regarde c'est quoi les possibilités qui s'offrent à moi pour potentiellement devenir mince, comme on a parlé pas longtemps, puis je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est pas ça le sujet, mais tu sais, on sait les diètes à court terme, ça ne fonctionne pas. Les chirurgies, ben, quand je regarde les risques post-chirurgie qui peuvent arriver, que ce soit à court ou à long terme, on sait que ça peut avoir des effets sur le développement de dépendance, de problèmes de santé psychologique, au niveau de la digestion, au niveau de. Donc, c'est des risques que je ne suis pas prête à prendre personnellement quand je regarde mon propre bagage, quand je regarde mes propres expériences. Donc, à ce moment-ci, à l'heure actuelle, pour moi, rester grosse demeure, à mes yeux, la meilleure option. Ouais. C'est parce que c'est celle qui est du moins pour l'instant, la moins, entre guillemets, risquée, parce que je ne suis pas prête à aller faire une chirurgie qui pourrait augmenter mes risques en santé psychologique, des risques en dépendance, des risques d'automutilation, d'augmentation du taux de suicide, d'augmentation de dépression, d'alcoolisme. Non, je ne suis pas prête à dealer Ouais. avec avec ces risques-là. Ouais. Ouais, puis je pense qu'on a juste aussi à, tu sais, on disait tantôt, revoir un peu nos perceptions, en prendre conscience. Puis moi, je pense qu'une des premières choses, puis je veux dire moi-même, de par mon métier, de par notre éducation, c'est de changer et de se dire,
je ne connais pas la santé d'une personne juste à regarder son corps. Ça là, Je le sais pas. c'est Tu sais, typique. dans le fond, c'est ça, c'est de changer puis de te dire, hey, c'est quoi cette personne-là, peu importe, je le sais pas, c'est quoi. Puis parce qu'on disait, on associe poids et santé, et Absolument. là, on vous réfère, là, tu as participé à un balado d'équilibre, justement, au-delà du miroir, où on l'explique super bien. Là, moi, je le réfère à tout le monde. Si vous voulez aller vous faire une tête un petit peu sur la science du poids, le poids n'égale pas santé, là. On Non, pas s'entend qu'il n'égale pas y a santé, Benoît mais... Arsenault qui est là, Ah oui, c'est ça, qu'il y a le docteur en exactement. nutrition Karine Gravel, qu'il y a Marie-Pierre Non, vous êtes Gagnon-Giroir une qui est brochette, docteur en c'est psychologie. ça. On est en pas pire line-up quand même Exactement, mais sur tu sais, ce je pense que moi, podcast-là. c'est la chose que, tu sais, je voudrais que le parent retienne de notre épisode aujourd'hui, c'est juste, vous pouvez pas présumer la santé d'une personne en regardant son corps. Vous le Non, puis savez même pas. moi, ça, j'appelle ça, il y a une catégorie de grossophobie que je consacre à ces personnes-là qui disent ah ben mange moins, bouge plus, ça va régler ton problème, ou forcément, tu es en mauvaise santé si tu es gros, tu fais du cholestérol, tu fais de la pression, tu fais du diabète, du ci, du ça. Moi, j'appelle ça les médecins du dimanche. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ces gens-là. Donc, non, pour moi, ça, c'est vraiment l'évidence. Tout à fait raison. Et peu importe, de toute façon, la santé d'une personne, cette personne-là mérite le respect. Exactement. Cette personne-là mérite d'être bien traitée, que ce soit socialement, que ce soit médicalement, que ce soit en emploi, que ce soit peu importe où elle va. Donc, je pense que c'est la deuxième étape de dire, ben non, on ne peut pas associer le poids et la santé, mais en même temps, peu importe, même si cette personne-là a des problèmes de santé, qu'elle soit mince ou qu'elle soit grosse, elle mérite et qu'elle ait, entre guillemets, couru après. Là, puis je mets vraiment des gros guillemets. Là, qu'elle ait contribué. Pour ceux qui nous font juste nous écouter, il y a des gros guillemets. Oui, il y a plein de guillemets. Là, ça fait 15 minutes que je fais des guillemets. Là. Donc, c'est ça, c'est important de réaliser que peu importe la situation, une personne qui est malade mérite d'être traitée avec le respect, peu importe l'effet qu'elle a pu avoir sur sa condition. Édith, ton livre, donc encore une fois, Grandir sans grossophobie, s'adresse à tous les parents, peu importe leur poids ou celui de leurs enfants. S'adresse aussi aux éducateurs et spécialistes de la santé. Il offre des pistes de réflexion, des outils concrets adaptés à la réalité des jeunes, donc la famille, l'école, les sports, le loisir, etc., de la petite enfance à la préadolescence. Donc, ce livre-là est pertinent, il est nécessaire, c'est un must dans votre bibliothèque. Et ça, on vous le dit, là, vraiment, on l'a lu, c'est un gros coup de cœur pour nous. Il est facile à lire, sérieusement. Ça m'a pris une avant-midi le lire. Ça se lit super bien, puis c'est super bien vulgarisé. Il y a plein, il y a plein de sciences aussi là, avec les études, les chiffres que tu nous parlais ça, tantôt. pour moi, ça, c'était essentiel parce que je sais à quel point c'est un sujet délicat. Il faut que tu aies la science derrière toi tout le temps. C'est pour ça que je suis allée chercher aussi un gars comme Benoît Arsenault pour faire la préface du premier livre, parce que je sais à quel point c'est délicat parler de ces sujets-là. Je sais à quel point les gens veulent y croire, mais ils veulent avoir raison d'y croire. Ils veulent se sentir à l'aise et certains quand ils s'embarquent là-dedans. Donc, écoutez, moi, j'y vais avec la science. Et en général, si la science change, je changerai, mais pour l'instant, la science est dans ce livre-là. Et dans le premier aussi. Donc, c'est un outil à mettre dans votre boîte à outils, parents, éducateurs, tous ceux qui gravitent, je pense, autour des enfants. Les grands-parents aussi. Exact. Oui, tout le monde. Tu m'enlèves les mots de la bouche, moi, j'accouche demain. OK? Fait que ça, il va traîner sur la table dans le salon parce que, bon, la famille vient chez nous. Et ce que j'aime beaucoup, là, moi, s'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'approche non culpabilisante parce que souvent, on accouche d'un enfant puis la culpabilité vient avec. Peu importe la sphère qui touche chez la parentalité. Et je pense que c'est quand même un gros sujet, la grossophobie. Et il faut en parler, je pense, pour ne pas créer cette espèce d'aura de tabou. Donc, oui, d'en parler. Comment en parler? Ben, sans mettre trop l'enfance, je pense, sur juste ça. Comme tu le dis si bien, Mélissa et moi, on compare souvent ça aux plantes. On a une variété de plantes, des petites, des longues, des plus garnies. On n'essaye pas de rendre un cactus. Il y en a qui ont des fleurs, il y en a qui n'en ont pas. Non, c'est ça. Et voilà. Donc, apprécier, je pense, et glorifier le respect de la différence. Je pense que c'est une phrase, moi, clé que je vais retenir de ce podcast-là. Edith, merci tellement. Merci à vous autres. On va mettre toutes les plateformes dans les commentaires, autant Instagram, Facebook, le lien vers tes livres. Merci beaucoup pour ta générosité. Bonne lecture à ceux qui vont le lire et merci pour votre belle invitation. Et je suis très contente que vous ayez apprécié le livre. Ah oui, vraiment. Merci. Bye. Bye.
Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!